Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Bienvenue dans notre troisième Spring Webinar, donc intitulé « Partage de données, qui est responsable ?» Donc ce webinaire sera bien évidemment consacré principalement à une compréhension juridique des obligations posées par le RGPD concernant la responsabilité des acteurs lors de la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Alan Blotcho. Je suis DPO au sein de l'entreprise eCatalyst, ainsi que formateur numérique au sein de la formation CDPO, qui est dispensée par l'école numérique Takeoff, qui est une école 100% téléprésentielle créée par eCatalyst. Nous aurons l'occasion d'en reparler à la fin de cette présentation. Sachez que vous pouvez poser toute question relative à ce sujet de responsabilité lors d'un partage de données grâce à l'onglet correspondant sur le côté et je tâcherai de répondre au maximum de questions lors de la dernière partie de ce webinaire. Donc, les différents intervenants, donc il y a moi, que je viens de me présenter, il y aura également peut-être Monsieur Walbert, qui est l'associé eCatalyst et consultant formateur au sein des différentes formations dispensées par Takeoff. Tout d'abord, voici le sommaire de ce webinaire. Nous allons commencer tout d'abord justement par les définitions principales qui vous aideront, je l'espère en tout cas, à mieux appréhender les notions que nous allons aborder tout au long de cette présentation. Ensuite, nous rentrerons un peu plus au cœur du sujet et nous verrons justement les différentes responsabilités qui vont peser à la fois sur le responsable de traitement et à la fois sur le sous-traitant. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces deux notions par la suite. Ensuite, en troisième partie, nous verrons justement qu'il va y avoir la nécessité de cette collaboration des acteurs, c'est-à-dire que le sous-traitant et son responsable de traitement, qui est le donneur d'ordre, en fait, vont devoir travailler main dans la main afin de gérer au mieux justement le respect des droits des personnes concernées par les données personnelles et donc de gérer au mieux leurs responsabilités réciproques. Enfin, une dernière partie s'intéressera principalement aux différentes erreurs que peuvent être faites justement lorsqu'il y a cette relation responsable de traitement sous-traitant. Parfois, nous le verrons, que ce n'est pas si facile de réussir à savoir lequel des deux acteurs fait quoi. Ensuite, nous verrons justement les différents spécialistes. Donc, je vous parlerai un petit peu de l'école Takeoff, des différentes formations que nous dispensons. Et enfin, il y aura la dernière partie justement où je reviendrai sur les questions que j'espère vous poserez tout au long de ce webinaire et nous essaierons d'y répondre au mieux pour vous. Allez, commençons tout de suite par le vif du sujet. Donc, forcément, hein, on est dans du juridique, nous allons parler RGPD. Le RGPD, c'est un règlement. Et le règlement, s'il reste fidèle aux principes fondateurs de la protection des données en Europe, modifie profondément les obligations pesant sur les organismes, publics ou privés, qui traitent des données. Ce nouveau cadre, depuis le 25 mai 2018, repose sur une logique de responsabilisation des organismes qui traitent des données. Qu'ils soient d'ailleurs responsables de traitement, donc donneurs d'ordre, ou sous-traitants. Cette notion de responsabilisation, c'est ce qu'on appelle justement l'accountability, qui se traduit en fait, si vous voulez, par l'affirmation de deux principes principaux. Vous avez la prise en compte de la protection des données dès la conception du service ou du produit. C'est ce qu'on appelle le privacy by design. Et vous avez également la prise en compte de la protection des données par défaut, donc le privacy by default. En fait, concrètement, ça va signifier qu'à la fois en termes d'organisation interne, de configuration des services ou des produits et de nature et volume de données traitées, les responsables de traitement devront mettre en place des processus et des mesures qui permettent de garantir une protection optimale des données et une minimisation de la collecte. Nous reviendrons également là-dessus un peu plus tard. Nous parlions justement de traitement de données personnelles. Autant en profiter pour donner la définition. La CNIL, justement, nous apporte son expertise quant à sa désignation et nous explique qu'un traitement de données personnelles, c'est une opération ou un ensemble d'opérations qui portent sur des données personnelles.
quel que soit le procédé utilisé. C'est-à-dire que ça peut être simplement de la collecte. Ça peut être, excusez-moi, hop, ça peut être de la collecte, ça peut être de l'enregistrement, ça peut être l'organisation, la conservation, l'adaptation, la modification, de l'extraction, de l'utilisation. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Une simple communication, un rapprochement. En fait, un traitement de données personnelles, ce n'est pas, et surtout, il faut le savoir, nécessairement informatisé. Les fichiers papier sont également concernés et doivent être protégés dans les mêmes conditions. Un traitement de données doit nécessairement avoir un objectif, c'est-à-dire une finalité qui sera déterminée préalablement au recueil des données et à leur exploitation. Pour parler concrètement, un exemple de traitement, c'est par exemple la tenue d'un registre de traitement, la gestion de la paye, la gestion des ressources humaines. Tout ça, ça va effectivement et nécessairement être de la collecte de données et leur exploitation. Et donc, vous remarquez bien que toute entreprise l'utilise et le fait. Maintenant, parlons de la définition du responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est la personne morale, donc ça peut être une entreprise, une commune, etc., ou même une personne physique qui détermine les finalités et les moyens d'un traitement. C'est-à-dire l'objectif et la façon de le réaliser. En pratique et en général, il s'agit de la personne morale incarnée par son représentant légal. Concernant le sous-traitant, lui, au sens du RGPD, ça va être la personne physique ou morale également, donc entreprise ou organisme public, qui traite des données pour le compte d'un autre organisme. Il est donc sous son autorité, l'autorité du responsable de traitement. Et justement, cette relation est faite dans le cadre d'un service ou d'une prestation. Maintenant que nous avons abordé justement les quelques définitions qui vont nous intéresser par la suite, entrons dans le cœur du sujet et parlons notamment des différentes responsabilités que vont peser à la fois sur le responsable de traitement et sur le sous-traitant. Alors, tout d'abord, les responsabilités du responsable de traitement. Alors, elles sont assez nombreuses et nous allons essayer de les définir au maximum. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle l'obligation de licéité du traitement. Alors attention, je sais bien que pour les non-juristes, on peut se dire « oulala, de quoi on parle ?» En fait, pour pouvoir être mis en œuvre, tout traitement de données doit se fonder sur l'une des bases légales prévues par le RGPD. Cette détermination de la base légale appropriée est une étape clé pour les organismes. C'est-à-dire que la base légale d'un traitement est ce qui autorise légalement sa mise en œuvre, ce qui donne en fait le droit à un organisme de traiter des données à caractère personnel. On peut également parler, pourquoi pas, si vous voulez et que vous compreniez mieux, de fondement juridique, de base juridique du traitement. Il est donc permis de traiter des données personnelles lorsque le traitement repose, par exemple, sur l'une des 6 bases légales mentionnées à l'article 6 du RGPD. Vous avez notamment et principalement le consentement de la personne, c'est-à-dire que la personne a effectivement consenti au traitement de ces données. Vous avez également la relation contractuelle. Le traitement est nécessaire à l'exécution ou à la préparation d'un contrat avec la personne concernée. Vous avez tout simplement une obligation légale, c'est-à-dire que le traitement vous est imposé par des textes légaux. Un exemple concret, en RH, vous allez nécessairement utiliser les données de vos salariés afin de faire par exemple une fiche de salaire. Vous allez devoir les payer et donc utiliser leurs données bancaires. Tout cela vous est imposé par des textes légaux. Et donc c'est ce qui vous autorise à utiliser ce traitement de données personnelles. Vous avez également la mission d'intérêt public, c'est-à-dire que le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public. Vous avez l'intérêt légitime, c'est-à-dire que le traitement est nécessaire à la poursuite d'intérêts légitimes de l'organisme qui traite les données ou d'un tiers, dans le strict respect, bien entendu, des droits et intérêts des personnes dont les données sont traitées. Enfin, vous avez aussi la sauvegarde des intérêts vitaux. Le traitement est tout simplement nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'un tiers. Vous vous doutez bien que si vous arrivez à l'hôpital en piteux état et dans le coma, on ne va pas pouvoir vous demander votre consentement afin de pouvoir, par exemple, accéder à vos données de santé, etc.
Non, la sauvegarde des intérêts vitaux font que le traitement peut avoir lieu. En second lieu, vous avez ce qu'on appelle la loyauté et la transparence lors de la collecte. La loyauté du traitement désigne quant à elle, en fait, les modalités selon lesquelles les données sont collectées. Ce principe fait référence au droit à l'information des individus. Le responsable de traitement devra fournir une information complète en termes clairs sur le traitement. Pour donner un exemple concret, c'est par exemple le panneau indicateur qui vous explique qu'une vidéosurveillance est faite sur tel périmètre. Vous avez ensuite cette notion de respect de la finalité. La finalité, en effet, doit être déterminée, légitime et explicite. Vous devez définir l'objectif poursuivi par la mise en place de votre fichier, de votre traitement de données. Cet objectif, en plus, doit être compatible avec les missions de l'organisme qu'il met en place. Il doit être clair et compréhensible. Un exemple de finalité, par exemple, la gestion du recrutement, la gestion de ma clientèle, une enquête de satisfaction, la protection des biens et des personnes, etc. La finalité doit donc être respectée. Vous ne pouvez pas utiliser votre fichier pour un autre objectif que celui pour lequel il a été défini. Par exemple, un fichier de recrutement ne peut pas être utilisé pour proposer des offres commerciales aux différents candidats à un emploi dans votre société. Vous avez également le fait de devoir minimiser les données. Qu'est-ce que cela veut dire? Concrètement, cela veut dire que lorsque vous mettez en place un traitement de données personnelles, vous ne récoltez que les données qui sont nécessaires à ce traitement. Je peux donner un exemple assez concret. Si par exemple votre entreprise crée, je ne sais pas, un jeu concours où les personnes donc donnent quelques informations et si elles gagnent un voyage par exemple. Eh bien, il peut être tout à fait légitime que vous demandiez les noms, prénoms de la personne, pourquoi pas numéro de téléphone et adresse email, justement dans le but de prévenir la personne si elle est gagnante. Par contre, vous vous rendez bien compte que dans ce cas-là, on ne va pas demander, je ne sais pas, les croyances religieuses ou politiques de la personne, le nombre d'enfants qu'elle a, l'âge de ses enfants, je ne sais pas. Voilà, toutes ces choses-là n'ont pas lieu d'être. Donc, c'est ça, ce système de minimisation des données, vous ne récoltez que ce qui est strictement nécessaire. Ensuite, vous avez aussi une protection renforcée concernant les données dites sensibles. Les données sensibles, en fait, forment une catégorie particulière de données personnelles. Ce sont des informations qui révèlent, par exemple, la prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou même l'appartenance syndicale. C'est également le traitement des données génétiques, biométriques, aux fins d'identifier une personne physique de manière unique. Des données même, tout simplement, de santé, ou qui concernent la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. Vous voyez, c'est tout ce qui se rattache vraiment à une personne, mais dans sa vie privée la plus profonde. Eh bien, le RGPD interdit de recueillir ou d'utiliser ces données de base, sauf notamment dans les cas, par exemple, si la personne concernée a donné son consentement express, ou les informations sont manifestement rendues publiques par la personne concernée. Ou alors, elles sont nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine. C'est l'exemple qu'on avait donné avec la personne dans le coma. On va nécessairement utiliser ces données de santé pour la sauver. Ou alors, l'utilisation est justifiée par l'intérêt public et est autorisée par la CNIL. Enfin, ça peut être par exemple si elle concerne les membres ou les adhérents d'une association ou d'une organisation politique. Effectivement, si vous faites partie d'une organisation politique, il va de soi que cette organisation puisse utiliser les données politiques vous concernant, puisque c'est l'essence même de cette organisation. Ensuite, nous avons comme autre responsabilité du responsable de traitement la limitation de conservation des données. C'est-à-dire que les données personnelles ne peuvent être conservées indéfiniment. Une durée de conservation doit être déterminée par le responsable de traitement en fonction de l'objectif ayant conduit à la collecte de ces données. Ce principe est bien entendu prévu par le RGPD et la loi informatique et liberté. Alors, sur quel document s'appuyer pour définir la durée de conservation des données utilisées dans le traitement? Le RGPD ne définit pas vraiment de durée précise pendant laquelle les données doivent être conservées. Il ne prévoit donc que des durées spécifiquement quantifiées. En revanche, plusieurs autres textes, eux, vont vous permettre de définir une durée à appliquer aux données collectées. Vous avez par exemple les dispositions légales ou réglementaires, les
délibérations de la CNIL, etc. Par contre, si aucune de ces sources ne permet de fixer une durée, il appartiendra alors au responsable du traitement de données à caractère personnel et en application du principe général de responsabilité de définir cette durée. Par exemple, quand vous envoyez de la prospection commerciale légalement à vos clients, eh bien, vous devez conserver les données clients pendant 3 ans. Ça, c'est la base. 3 ans à partir du moment où il y a eu la dernière relation entre l'organisme et le client. Ensuite, comme autre obligation, vous avez cette obligation d'assurer la sécurité des données. Eh bien oui, parce que là, on ne parle pas de données générales, mais bien de données à caractère personnel, et donc qui caractérisent des personnes physiques. De ce fait, vous avez une obligation de sécurisation de ces données, c'est-à-dire que l'organisme doit pouvoir être en mesure de protéger les données personnelles au sein de son organisme de la façon la plus haute possible. C'est par exemple, eh bien, il n'y a que les personnes qui sont censées accéder à ces données qui le pourront. Donc ça va être par exemple des politiques d'accès aux données. Ou alors, justement, vous vous intéresserez à la sécurisation de votre réseau informatique et vous verrez avec tout cet aspect cybersécurité, il faut que votre organisme soit le mieux protégé possible des attaques de pirates, par exemple, puisque vous avez cette obligation de protéger vos données. En tous les cas, le RGPD vous oblige à les protéger, mais bien entendu, n'importe quel organisme les protégera, puisque c'est quand même une valeur pécuniaire et marchande non négligeable. Vous avez ensuite cette obligation de notifier toute violation des données. En fait, la notification devra être transmise à la CNIL dans les meilleurs délais à la suite de la constatation d'une violation présentant un risque pour les droits et libertés des personnes. Sachez que cette notification doit être faite normalement dans un délai de 72 heures, dès que vous avez constaté la violation de données. Si ce n'est pas possible, le délai de 72 heures peut être dépassé, mais alors vous devrez expliquer les motifs du retard. Vous pouvez également faire une notification complémentaire à la CNIL si des informations complémentaires sont disponibles et nécessaires. Vous avez ensuite l'obligation de réaliser ce qu'on appelle une AIPD dans certains cas. Une AIPD, c'est une analyse d'impact sur la protection des données. C'est-à-dire qu'avant même de mettre en place le traitement de données, vous allez vérifier si ce traitement ne va pas peser trop fortement sur la vie privée des personnes. Donc nous le verrons sûrement plus tard, pas dans ce webinaire, mais en fait c'est tout un procédé qui va être fait grâce à un logiciel où vous allez décortiquer votre traitement de données et vous allez vérifier à quel point il va peser sur la vie privée de la personne. Si à la fin de cette AIPD, vous constatez que le risque résiduel reste trop élevé, eh bien, le traitement de données ne sera pas possible, puisqu'il ne respectera pas suffisamment la vie privée des personnes. Vous avez ensuite, et de façon très logique, l'obligation de respecter les droits des personnes concernant leurs données à caractère personnel. C'est l'essence même du RGPD. C'est-à-dire que vous devez respecter les droits de la portabilité, d'accès, de rectification, d'opposition, limitation, effacement des données. Les personnes ont un droit sur leurs données personnelles puisqu'elles les concernent. Elles peuvent donc vous faire une demande concernant les données que vous possédez sur elles et vous devrez nécessairement y répondre, dans les cas légaux bien entendu. Enfin, vous avez l'obligation d'encadrer le transfert des données. Quand je parle de transfert des données, je parle surtout du transfert hors de l'Union européenne, puisque dans l'Union européenne, tout État européen va respecter le RGPD dès lors que l'entreprise est soit sur le territoire européen, soit concernera des personnes européennes. Donc, concernant les transferts hors Union européenne, conformément justement aux dispositions des articles 44 et suivants du RGPD, toute transmission de données hors de l'Union européenne doit au choix soit être fondée sur une décision d'adéquation, que vous pouvez retrouver à l'article 45 du RGPD, ou alors être encadrée par des règles d'entreprise contraignantes, ce qu'on appelle les BCR, ou des clauses types de protection des données, ce qu'on appelle les CCT, ou un code de conduite ou un mécanisme de certification qui sera approuvé par la CNIL. Ça devra aussi, pourquoi pas, être encadré par des clauses contractuelles ad hoc préalablement autorisées par la CNIL. Ou enfin, ça devrait répondre à l'une des dérogations qui est prévue par le RGPD à son article 49, telle par exemple le consentement explicite de la personne concernée, l'exécution d'un contrat dans l'intérêt de la personne concernée ou des motifs d'importance, d'intérêt public, etc. En fait, vous voyez que le RGPD est là pour protéger au mieux les données des Européens et donc veut limiter au maximum les transferts hors Union européenne
surtout si le pays destinataire n'a pas une législation en place qui protégerait assez suffisamment les données des Européens. Passons maintenant aux responsabilités du sous-traitant. Donc dans la pratique, le sous-traitant peut intervenir, et je ne pense pas vous l'apprendre, à chaque étape du traitement de données. C'est-à-dire qu'il peut nécessairement agir, par exemple, lors de la collecte, puisque, par exemple, on pense au call center dans la prospection commerciale. C'est directement le sous-traitant qui va collecter les données personnelles. Il peut également intervenir pour le stockage, par exemple pour une prestation d'hébergement. Il peut également intervenir, par exemple, pour la sécurisation des données, pour pourquoi pas un contrat de maintenance d'une infrastructure informatique. Donc, concernant ses responsabilités, quelles sont-elles? Il va également avoir cette obligation de transparence et de traçabilité. Et afin de respecter et de mettre en place ces obligations de transparence et de traçabilité, le sous-traitant doit avant toute chose, et c'est important de le savoir, établir avec son client un contrat ou un acte juridique qui mentionne les obligations de chaque partie. Pour cela, vous pouvez vous référer aux différentes dispositions de l'article 28 du RGPD. Il est également important d'identifier les instructions du client afin justement de permettre au sous-traitant de prouver qu'il agit réellement sous une instruction documentée du responsable de traitement. Et nous le verrons après, c'est très important justement, puisque l'application in concreto fait que nous allons regarder comment les choses sont faites concrètement. Et donc, vous pouvez très bien vous croire sous-traitant et ne pas l'être du fait de vos agissements. Et donc, vous devez par exemple également obtenir une autorisation du responsable de traitement lorsque vous, en tant que sous-traitant, avez vous-même décidé de faire appel au service d'un autre sous-traitant. Et enfin, vous devez également tenir un registre qui recense les clients et précise le type de données réalisées pour leurs comptes respectifs. Vous avez également, en tant que sous-traitant, et bien entendu, l'obligation de prise en compte de la protection de la vie privée par défaut et dès la conception. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas le responsable de traitement que vous ne devez pas respecter le RGPD. Vous y êtes autant soumis. Vous avez, par exemple, également cette obligation de garantir la sécurité des données, comme nous l'avons vu pour le responsable de traitement. Puisque vous aussi, vous allez avoir les données personnelles des clients et donc vous êtes soumis aux mêmes obligations de sécurité des données. Enfin, nous avons cette obligation d'assistance, d'alerte et de conseil. Donc en fait, le sous-traitant en charge du traitement de données personnelles pour le compte du responsable de traitement, qui est son client, il doit être en mesure d'accompagner ce dernier et de le conseiller en matière de bon usage des informations traitées. Par ailleurs, il incombe au sous-traitant d'alerter son client dès lors qu'un risque se présente concernant les données elles-mêmes ou bien leur traitement. La structure sous-traitante est ainsi dans l'obligation d'avertir la structure cliente dès lors que l'une de ces demandes contreviendrait aux règles du RGPD. Pour finir, le sous-traitant doit également s'assurer que son client, responsable du traitement des données personnelles, soit en mesure de répondre aux requêtes des personnes souhaitant exercer leurs droits en matière d'accès, de modification, de portabilité ou de suppression des données personnelles les concernant. Enfin, en cas de faille de sécurité, le sous-traitant a également l'obligation d'en avertir son client le plus rapidement possible dès lors qu'il a constaté la violation de données. Ensuite, le responsable de traitement pourra alors notifier la CNIL dans les délais prévus. Maintenant, après avoir vu justement les différentes responsabilités qui incombent tant sur le sous-traitant que sur le responsable de traitement, voyons la nécessaire collaboration de ces deux acteurs. Donc, tout d'abord, et normalement vous en avez peut-être déjà entendu parler, les responsabilités sont désormais partagées. La responsabilité est partagée, ce qui signifie qu'il faudra faire attention à chaque aspect entourant en fait cette relation responsable de traitement sous-traitant, puisque parfois le partage des responsabilités n'est pas nécessairement bien tranché. Par exemple, si un sous-traitant ne met pas en œuvre les mesures de sécurité nécessaires, il y aura un risque associé, que ce soit au niveau pénal et ou par des amendes administratives de la CNIL, contre le sous-traitant. Le problème est donc que le responsable de traitement doit aussi veiller au respect du RGPD par son sous-traitant, notamment via des audits.
Vous avez cette obligation en tant que responsable de traitement de vérifier que votre sous-traitant respecte également le RGPD dans sa structure. On voit donc que la responsabilité ne pèse pas forcément ou sur l'un ou sur l'autre, et que donc il va y avoir une nécessité de collaborer pour que les affaires fonctionnent en toute sérénité. Ensuite, il faut savoir que, et on en a parlé un petit peu avant, il y a la nécessité de bien formaliser les relations entre responsable de traitement qui est le donneur d'ordre et le sous-traitant, notamment grâce à ce qu'on appelle une DPA, qui est une Data Processing Agreement, que vous pouvez retrouver à l'article 28 du RGPD. En fait, les relations doivent être formalisées de façon contractuelle, puisque le responsable de traitement doit s'assurer de la qualité des traitements et nécessairement de leur sécurité. Ils vont donc conclure ce qu'on appelle le DPA, qui va venir rappeler que le sous-traitant n'agit que sur instruction documentée du responsable de traitement, qu'il s'engage à respecter la confidentialité des données à caractère personnel traitées en, par exemple, ayant recours à la pseudonymisation ou l'anonymisation des données, en vertu de l'article 32 du RGPD. Enfin, le sous-traitant doit avoir un rôle d'assistance et une obligation de conseil envers le responsable de traitement. En tant que responsable de traitement, l'on peut par exemple demander un code de conduite approuvé ou un mécanisme de certification approuvé, afin de s'assurer justement que notre futur sous-traitant a bien pris en considération le RGPD et la protection des données que l'on pourrait lui confier. Dans la collaboration, il y a également cette nécessité de bien documenter toutes les instructions qui seront soumises. Parfois, pourquoi pas, et souvent, les choses vont évoluer après avoir signé le contrat de base. Je ne sais pas, l'utilisation d'un nouveau logiciel, des choses qui vont changer dans la collecte de données, etc. De ce fait, en fait, on va devoir continuer de documenter les diverses instructions qui seront données aux sous-traitants. L'on peut par exemple penser au respect des droits des personnes, comme par exemple le mécanisme de droit d'accès d'un potentiel client sur ses données personnelles. Vous allez devoir lui fournir l'intégralité des données personnelles que vous possédez sur elle. Et de ce fait, il se pourrait que vous soyez amené à demander à votre sous-traitant également qu'il vous envoie les données personnelles qu'il posséderait également concernant cette personne. Tout ce mécanisme devra nécessairement être documenté. Pourquoi? Afin de conserver une trace écrite et pourquoi pas avoir une preuve en cas de contrôle de la CNIL, justement. Ensuite, vous devez faire ce qu'on appelle des process détaillés. Il y a en effet certaines obligations, comme par exemple la nécessité, comme on l'a vu, d'une notification à la CNIL en cas de violation des données, ou alors en cas d'exercice du droit des personnes, ou alors l'assistance aux études d'impact, etc. Tous ces processus vont être réalisés aussi bien par le responsable de traitement que par le sous-traitant. Et de ce fait, ils vont devoir être détaillés quant aux procédés, aux délais d'exécution, aux outils utilisés, au prix, par exemple, en cas d'un audit externe. En bref, ces process doivent être détaillés et partagés entre les acteurs afin qu'ils soient exécutés de façon homogène dans toute situation. Enfin, dans cette collaboration, il est nécessaire de toujours tenir à jour les registres. En effet, le responsable de traitement et le sous-traitant ont des registres de traitement à tenir, pas forcément avec les mêmes informations, puisqu'ils ont chacun leur traitement de données. Mais vous vous doutez bien qu'il y a une nécessité de collaboration transparente et loyale entre ces deux acteurs, car sinon, le responsable de traitement pourrait très bien ne pas avoir la bonne liste des mesures de sécurité en place, ou alors ne pas voir les sous-traitants extérieurs que son sous-traitant aurait lui-même pris, puisqu'il n'aurait pas eu l'information de son sous-traitant. De son côté, le sous-traitant également pourrait ne plus avoir, par exemple, la bonne finalité du traitement si celle-ci avait évolué entre-temps, depuis la mise en place du contrat. Le but est bien donc qu'il soit informé de tout changement, afin de, par exemple, pouvoir adapter les mesures de sécurité qui sont appliquées. On comprend dès lors que tout blocage d'une partie aura nécessairement des impacts sur les deux autres, enfin sur l'autre partie, que ce soit bien clair. Le but est donc forcément de travailler main dans la main pour cette sécurisation des données et cette conformité RGPD globale.
Passons maintenant aux différentes erreurs potentielles, justement, dans cette qualification sous-traitance responsable de traitant. Tout d'abord, comment choisir la bonne qualification? Nous verrons ça grâce au cas de la sanction CNIL dans l'arrêt Perform Click, où il y a eu une appréciation in concreto. En fait, si vous voulez, le simple fait de qualifier tel acteur de responsable de traitement et tel autre de sous-traitant, ce n'est pas toujours aussi évident. Le CEDP, qui est en fait l'ensemble des CNIL européennes, a établi des lignes directrices concernant justement ces notions de responsable de traitement et de sous-traitant, avec des exemples pour clarifier les situations. Cela démontre bien qu'il est encore parfois compliqué de savoir si tel acteur agit en tant que responsable de traitement ou non. Récemment, la CNIL a établi une sanction à l'encontre de la société Perform Click, dont l'activité consistait à l'envoi de prospection commerciale par courrier électronique pour le compte d'annonceurs. En fait, l'association qu'on appelle Signal Spam, que vous connaissez peut-être, avait reçu beaucoup de signalements concernant l'envoi de mails non sollicités de la part de cette société Perform Click. La CNIL a alors effectué un contrôle et elle a en effet constaté des manquements concernant les données personnelles des personnes prospectées. La CNIL, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sanctionné la société Perform Click en tant que responsable de traitement, alors qu'elle se considérait dans ses relations comme sous-traitant. Pourquoi? La CNIL, en fait, a considéré qu'en l'espèce, la société était responsable du traitement de données personnelles liées à la gestion et à la mise à disposition de sa base de données pour l'envoi justement de campagnes publicitaires à des prospects par courriel électronique pour le compte d'annonceurs. Ce constat, en fait, a été fait concrètement et il est notamment établi à partir de l'analyse des relations contractuelles entre la société et ses clients, dont il ressort que la société s'engage vis-à-vis des annonceurs, donc de ses clients, à disposer d'adresses électroniques d'internautes ayant donné leur consentement à recevoir des messages publicitaires de la part de personnes tierces, et elle est donc rémunérée pour ce faire par ses partenaires. Et cette société utilise pour ce faire sa propre base de données de prospects, dont elle définit elle-même les données personnelles qu'elle contient, ainsi que la durée pendant laquelle elles sont conservées, et les éventuelles mises à jour devant être opérées. Vous voyez donc que la société Perform Click agit en fait pour le compte d'autres, ok, mais elle choisit elle-même comment elle fonctionne. Il n'y a pas de donneur d'ordre. De ce fait, la CNIL a considéré que Perform Click n'agissait pas en tant que sous-traitant, mais bel et bien en tant que responsable de traitement. On comprend dès lors que la qualification des acteurs ne se joue pas simplement sur le contrat ou sur comment ils souhaitent être considérés, mais bien sur les faits et sur la façon dont ils agissent. C'est ce qu'on appelle donc l'appréciation in concreto. Vous avez ensuite cette notion de co-responsabilité. La notion de responsabilité conjointe ou de co-responsabilité de traitement a été introduite par l'article 26 du RGPD. Notion qui s'entend comme la situation où deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens de traitement. Le G29, l'ancien organe européen consultatif indépendant qui s'intéressait à la protection des données et de la vie privée, nous donnait l'exemple d'une agence de voyage qui coopère avec une compagnie aérienne et une chaîne d'hôtels et transfère à ces derniers des données personnelles relatives aux réservations effectuées par ses clients. Eh bien, chacun de ces acteurs constitue un responsable du traitement unique à une étape déterminée de la chaîne de traitement, sans détermination commune des finalités et des moyens. Donc, il n'y a pas ici de co-responsabilité. En revanche, il en irait différemment si ces mêmes acteurs décidaient de collaborer de manière plus étroite et de créer, par exemple, une plateforme unique sur Internet mettant en commun ces mêmes fonctionnalités. Dans ce cas, l'agence de voyage, la compagnie aérienne et la chaîne d'hôtels contrôleraient conjointement la façon dont les données à caractère personnel de leurs clients respectifs seraient traitées et seront donc co-responsables en ce qui concerne les opérations de traitement se rapportant à la plateforme de réservation commune sur Internet. Il faudra dès lors faire attention et donc avoir pleine confiance quant aux partenaires en affaires. Le RGPD oblige tout de même d'établir un accord écrit définissant leurs obligations respectives, justement aux fins d'assurer le respect des règles en matière de protection des données. En particulier, bien évidemment, la satisfaction des droits des personnes concernées.
obligation d'information, droit d'accès, droit à l'oubli, droit à la portabilité des données, etc. Tout ça, vous pouvez le voir grâce à l'article 28 RGPD sur la DPA. Enfin, parlons de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette jurisprudence peut venir expliquer certains points, voire même déterminer la qualification d'un acteur compte tenu des faits. La Cour de justice a en effet affirmé, par exemple, le 29 juillet 2019, dans l'arrêt qu'on appelle Fashion ID, que, et écoutez bien, l'administrateur d'une fanpage Facebook, du fait de l'introduction d'un bouton j'aime issu de Facebook sur son propre site internet, qu'il était co-responsable avec Facebook. Car la Cour de justice de l'Union européenne a vu là le signe d'une codétermination des finalités du traitement. En fait, en insérant un tel bouton sur son site, lequel permettait aux cookies de Facebook et donc in fine au réseau social d'accéder à des données sur les visiteurs du site internet, l'administrateur de la page intervenait comme une sorte de prolongement du réseau social, élargissement de sa propre initiative, le champ de collecte des données opérées par ce dernier. Les finalités d'une telle collecte, qui servaient les intérêts économiques tant du réseau social que de l'administrateur de la page, étaient ainsi codéterminées par ces deux acteurs, quand bien même l'administrateur n'avait pas directement accès aux données personnelles en cause, puisqu'il avait lui des données statistiques anonymes. Vous remarquez donc qu'il faut nécessairement faire attention de ne pas se retrouver co-responsable d'un traitement que vous n'auriez pas initialement décidé de mettre en place. Voilà pour la partie de ce webinaire purement juridique et je l'espère ne pas avoir perdu trop de monde et avoir été le plus clair possible dans cette relation sous-traitant responsable de traitement et les différentes responsabilités qui pèsent sur eux. Je vais maintenant me permettre de vous parler un petit peu des différents spécialistes que nous avons chez eCatalyst et plus particulièrement chez Takeoff. Donc Takeoff, comme je vous l'avais expliqué au début de ce webinaire, c'est une école 100% numérique et en téléprésentiel. Cette école est d'ailleurs cofinancée, que ce soit par la région Hauts-de-France et le Fonds social européen. Cette école a, au moment où je vous parle, pour l'instant, 3 formations disponibles. Les dites formations sont d'ailleurs disponibles en plusieurs modules. Vous pouvez donc décider de faire un seul des modules proposés. Pour l'instant, les formations proposées, donc, vous avez ce qu'on appelle la formation CMM, qui est Community Manager Maker, où en fait, eh bien, on essaye de rendre les personnes community manager en leur inculquant toutes les informations nécessaires, par exemple, avec la prise en considération des réseaux sociaux, leur utilisation, quels sont les logiciels que je peux utiliser pour faire de la promotion pour un potentiel client, etc., etc. Vous avez ensuite la formation CDPO, qui est donc celle que j'organise, puisque je suis formateur numérique au sein de cette formation. Et donc, cette formation permet à la fin une certification déléguée à la protection des données. Cette formation, donc, quant à elle, bien évidemment, a une dominante, et encore que, surtout, un tiers de cette formation sera juridique, avec toutes les données, toute cette notion de protection de données, RGPD, etc. Mais il va y avoir également d'autres choses. Par exemple, la gestion de projet, puisque c'est très important et puisque le DPO est considéré comme chef d'orchestre par la CNIL et donc nécessairement un chef de projet à part entière pour la conformité RGPD d'un organisme. Donc il y a cette partie gestion de projet, il y aura également une partie sur comment bien discuter à l'oral, comment récolter les besoins, que ce soit de vos clients ou même en interne des différents chefs de projet, afin de récolter toutes les informations nécessaires à votre fonction. Vous aurez également une partie où on va voir plus concrètement comment fonctionne le métier de DPO, quels sont les outils utilisés, dans tel cas, comment je vais devoir réagir, etc., etc. Vous avez enfin, comme troisième formation, la formation que nous appelons SDSI pour spécialiste défense des systèmes d'information. Cette formation-ci est plus axée sur la cybersécurité. Donc, c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus voir comment protéger un système d'information, mais aussi comment le hacker, comment faire du pen test, c'est-à-dire pouvoir craquer un système pour voir toutes les failles qui seraient possibles d'avoir à l'intérieur. Le but du jeu est donc de rendre un système d'information plus sécurisé qu'auparavant en ayant déterminé les différentes failles qui pèsent sur lui. Sachez que vous pouvez retrouver donc cette école Takeoff maintenant et grâce
à nos community manager makers sur beaucoup de plateformes, que ce soit donc les sites internet, takeoff.tech, le site icatalyst.fr, mais également sur les différents réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et maintenant TikTok également. On n'arrête plus le progrès. Sachez également que nous avons mis en place sur notre site internet frenchnum.com un questionnaire de recensement des besoins. C'est-à-dire, vous allez expliquer tous les besoins que vous avez à l'instant T et nous essayons, nous, de mettre en relation les personnes, les organismes qui ont des besoins et les personnes, justement, qui sont en recherche d'un emploi, pourquoi pas, qui répondraient aux besoins des organismes. Donc, n'hésitez vraiment pas à y faire un tour. Enfin, je vous présente donc les différents webinaires qui vont arriver. Donc aujourd'hui, 15 avril, nous avons fait le partage de données qui est responsable. Sachez que la semaine prochaine, vous aurez justement cette notion de bien gérer et organiser les droits d'accès de ses employés, où ce sera bien évidemment un peu plus cybersécurité. Et donc là, je vous laisse un petit peu le temps de voir les prochains webinaires qui seront mis en place, donc jusqu'au 24 juin 2021 à l'heure actuelle. Bien, passons maintenant aux différentes questions que vous auriez pu me poser lors de ce webinaire. Alors, j'ai une question. Bonjour, à quoi sert le RGPD? J'imagine qu'elle a été posée au début de ce webinaire. Donc, sachez que principalement, le RGPD sert à protéger les personnes physiques en leur octroyant nécessairement des droits sur leurs données personnelles. Donc, bien évidemment, le RGPD n'est pas là pour embêter les personnes. Elle est là pour faire en sorte que les organismes privés comme publics collectent ces données, mais de façon légale, les protègent du mieux possible, et de toute façon, les personnes conservent leurs droits concernant les données que vous aurez sur elles. Donc, elles peuvent très bien demander à ce qu'il y ait une limitation de traitement, c'est-à-dire de ne collecter que certaines choses sur lesquelles elles auraient consenti, ou alors ça peut être tout simplement une demande d'effacement. Et dans ce cas-là, vous devez lui restituer toutes les données que vous possédez sur elle et ne plus avoir de fichiers sur elle. Si aucune obligation légale, bien entendu, ne vous incombe d'en conserver certaines. Ensuite, comment délimiter les données personnelles strictement nécessaires au traitement et celles non nécessaires? Quel risque encourt-on si l'on se trompe dans cette classification? Alors, comment on délimite des données personnelles strictement nécessaires? Eh bien, c'était comme l'exemple que je vous avais donné. Il y a surtout du bon sens. Justement, quand vous mettez en place un traitement de données, il va y avoir nécessairement cette situation où vous allez devoir répondre, mais pourquoi je récolte ces données? Quel est le but final? Donc là, vous avez par exemple l'exemple que je vous avez donné en cours de ce webinaire où, si vous faites un jeu concours, c'est logique que vous récoltez nom, prénom, adresse, email, pourquoi pas numéro de téléphone. Et il y allait de soi que vous ne récolterez pas des données qui n'avaient rien à voir avec ce traitement. Quant au risque, bien sûr, si vous vous trompez dans cette classification, eh bien, en cas de contrôle de la CNIL ou même en cas de plainte d'un particulier sur le site de la CNIL, vous risquez une sanction administrative de la CNIL, puisque la CNIL, n'oublions pas, est une autorité administrative indépendante. De ce fait, et je le vois, et je suis en train de faire le corollaire avec une autre question que je vois sur que risque-t-on si on ne respecte pas le RGPD? Eh bien, sachez que avant l'entrée en vigueur du RGPD, les sanctions maximales proposées par la CNIL étaient de 150 000 euros. Aujourd'hui, elles sont de au maximum 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, le plus élevé des deux étant retenu. Pourquoi on a fait ça? Eh bien, surtout pour se protéger des GAFAM, parce que vous vous doutez bien que mettre une amende de 150 000 euros à un Google, à un Facebook, à un Microsoft, tout ce que vous voulez, eh bien, ça les ferait doucement rire. Et ça les faisait rire avant l'application du RGPD. Aujourd'hui, quand on peut leur mettre des sommes jusqu'à 20 millions, voire même 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, je peux vous dire que d'un seul coup, on s'attelle beaucoup plus à respecter le RGPD qu'avant. Ensuite, est-ce que tous les sites Internet doivent avoir le bandeau pour les cookies, même s'ils ne récupèrent aucune donnée, car c'est un site vitrine? Alors, le bandeau cookie est obligatoire dans certains cas. Dans les cas où il ne l'est pas, c'est toujours mieux d'en avoir un, au moins pour dire, d'avertir les personnes qui accèdent à votre site Internet que certains cookies sont là, même s'ils sont là juste
pour le bon fonctionnement de votre site Internet. Alors, il n'est pas toujours obligatoire, il y a certains cas où le cookie ne récolte pas de données sur les personnes. Il est par exemple simplement là, je ne sais pas, pour le fonctionnement du site Internet ou pour un niveau statistique et donc vous ne récoltez aucune donnée personnelle sur la personne. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, le bandeau cookie n'est pas nécessairement obligatoire. C'est ce qu'on appelle en fait les cookies de fonctionnement. Donc cela, le consentement de la personne n'est pas obligatoire. Pour autant, moi, je conseille maintenant toujours d'avoir un bandeau cookie qui s'affiche en expliquant les cookies qui sont utilisés sur votre site Internet et en expliquant ceux qui sont utilisés et en simplement mettant les boutons « j'accepte tout » ou « je refuse tout ». Bon, bien entendu, les cookies de fonctionnement ne peuvent pas être refusés parce que si vous les refusez, le site Internet ne fonctionne plus. Mais vous comprenez un petit peu la démarche. Je trouve que c'est toujours mieux, quand bien même vous n'êtes pas obligé, de satisfaire déjà aux besoins de consentement, voire même juste d'expliquer aux personnes ce qui est fait sur leur site Internet. Le DPO du responsable de traitement et du sous-traitant doit-il être la même personne? Sinon, lequel des deux est le référent prioritaire auprès de la CNIL? Alors, le DPO, non, ne doit pas nécessairement être la même personne. Déjà, parce que c'est votre client et souvent, ce n'est pas le même organisme. Donc, il y a quand même très peu de chances que votre sous-traitant a le même DPO que vous. Ou alors, c'est que votre DPO est un DPO externe et qu'il a géré pour le compte des deux sociétés. De toute façon, sachez que le DPO est censé être quelqu'un d'impartial et il n'y a pas de cette notion de hiérarchie dans la société. Il est libre. Il doit il doit faire sa mission de conformité RGPD pour les entreprises. De ce fait, il n'y a pas cette notion de je vais défendre plus les intérêts du sous-traitant ou plus ceux du responsable de traitement, puisqu'il n'y a pas cette notion-là. Moi, je pense que dans les faits, ça ne sera pas la même personne. Par contre, oui, vous m'expliquez si c'est le même, est-ce que c'est le référent prioritaire auprès de... Enfin, lequel des deux est le référent prioritaire auprès de la CNIL? Tout va dépendre de ce qui se passe, en fait. S'il y a un problème de violation de données, par exemple, chez le sous-traitant, eh bien, le DPO du sous-traitant va tout de suite expliquer les obligations, justement, que possède ce sous-traitant concernant ces données et va lui dire qu'il faut tout de suite avertir le responsable de traitement. Donc, bien évidemment, ce sera le DPO du sous-traitant qui avertira le DPO du responsable de traitement qu'il y a eu violation de données. Il va expliquer le niveau de gravité, quelles sont les données impactées, etc. Et le DPO du responsable de traitement agira donc en conséquence. Il avertira pourquoi pas la CNIL. Si les droits des personnes sont très fortement impactés, dans ce cas-là, il avertira également les personnes concernées par cette violation de données. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les différentes questions. J'espère que vous avez bien suivi, bien aimé, même si c'était très juridique, j'en conviens, ce premier webinaire RGPD. J'espère avoir fait en sorte d'être le plus clair possible. Et que tout a été compris. Et voilà, j'espère vous dire à très vite pour le prochain webinaire concernant le RGPD. Merci à tous d'avoir suivi et je vous souhaite une bonne soirée.